Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire autour de la grande thématique du Ségur du numérique en santé et plus précisément sur mon espace santé. On va parler aujourd'hui de DMP, de messagerie citoyenne et de différents cas d'usage. Le webinaire est destiné au couloir sanitaire et on va passer une petite heure ensemble. Alors, quelques petites infos pratiques. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Voilà, j'y répondrai à la fin en principe. De toute façon, si on n'a pas toutes les réponses, on reviendra vers vous. N'hésitez pas également à consulter le catalogue des webinaires IS s'il y a d'autres sessions de webinaires qui peuvent vous intéresser. Donc, mon espace santé, mais ça peut être également la MSS, la cybersécurité, et également le catalogue des formations du GRIF, donc pour tout ce qui est identité-vigilance, INS. Donc n'hésitez pas également à consulter ce catalogue. Et pour information, la session est enregistrée. Donc c'est moi-même qui vais vous accompagner durant cette heure, donc Sébastien Grandperrin, je suis chef de projet SIS pour Système d'information de santé au sein du grade PACA IS et j'interviens notamment sur les sujets qui ont attrait à mon espace santé et au DMP. Au sommaire, on va faire un petit rappel du contexte Ségur très rapide. Ensuite, on parlera effectivement de mon espace santé, de la messagerie de santé citoyenne. Puis, on présentera des cas d'usage entre mon espace santé et la messagerie de santé citoyenne également. Et on parlera enfin un petit peu de l'accompagnement qui est fourni aussi bien aux établissements qu'aux usagers. Alors, rappel du contexte Ségur. Bon, pour planter le décor, au début, on va parler la partie un peu moins amusante qui est les articles de loi. Donc, il faut savoir que le sujet du Ségur du numérique en santé est encadré, et du DMP de mon espace santé est encadré bien évidemment par la puissance publique avec quelques articles de loi et des arrêtés, notamment l'article L1111-15 du Code de la santé publique qui stipule effectivement que chaque professionnel de santé, quel que soit son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques qu'il considère nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. Il y a une liste de documents qui est fixée par arrêté, qui doit être effectivement envoyée au DMP ou par messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne. Et donc, c'est l'arrêté du 26 avril 2022 qui est juste en dessous, qui fixe justement cette liste de documents qui est soumis à l'obligation de l'article juste au-dessus, donc l'article L1111-15. Il y a également un arrêté supplémentaire qui s'est ajouté, donc l'arrêté du 26 octobre 2023. Je vous invite à le consulter parce que cet arrêté, en fait, plus qu'un arrêté, c'est le référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels de santé au dossier médical partagé. Et donc, vous allez avoir énormément d'informations sur cet arrêté, sur les règles de sécurité à respecter pour effectivement consulter le DMP, etc., que les éditeurs également doivent respecter. Donc, n'hésitez pas à consulter cet arrêté également. Alors, le Ségur du numérique en santé, il a été créé dans l'objectif de généraliser le partage et l'échange fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et usagers. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais effectivement, c'est le cœur du réacteur puisque partager des données de santé, effectivement, c'est bien joli, mais il faut que les échanges de données soient techniquement possibles et faisables entre tous les acteurs de la chaîne de soins. Et pour ça, il faut rendre ces échanges possibles techniquement. Il faut minimiser également l'effort de saisie par les professionnels de santé pour éviter les doubles, triples, quadruples saisies, on est bien d'accord. Et on parle de données de santé patients, donc des données personnelles de santé. Donc bien évidemment, mais il faut garantir la confidentialité et la sécurité des échanges. Et donc là, comme vous voyez sur le schéma qui est juste à droite, vous avez mon espace santé avec l'usager qui est vraiment au cœur du dispositif. Et autour, vous avez les différents couloirs. Donc les 6 premiers couloirs qui ont été concernés par le Ségur, que sont officine, hôpital, médico-social, imagerie médicale, biologie médicale et médecine de ville, et qui interagissent avec l'usager au travers de mon espace santé, en sécurisant les échanges, effectivement, et en fiabilisant les échanges via notamment l'INS et la fiabilisation de l'identité de l'usager. Et également, vous avez en rouge les échanges qui sont faits par messagerie sécurisée de santé, donc entre les professionnels et également des professionnels vers l'usager.
Et vous avez également donc un petit cadenas, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, un petit cadenas juste à côté des petites billes bleues. Donc ce petit cadenas, ça représente ProSanté Connect. Et donc ProSanté Connect, c'est la sécurisation de l'authentification des professionnels aux différents outils de santé. Et il faut savoir qu'il y a de nouveaux couloirs hein, qui vont progressivement être déployés dans le cadre du Ségur du numérique en santé, donc notamment les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et les paramédicaux, avec notamment les infirmiers libéraux. Donc le Ségur du numérique, c'est un investissement quand même de 2 milliards d'euros, 1,4 milliard d'euros qui a été dédié spécifiquement au partage des données de santé sur 3 ans, donc c'est dire la complexité du sujet techniquement, et 600 millions d'euros qui ont été dédiés donc très spécifiquement au secteur médico-social pour les faire monter en charge justement sur ce sujet. Tout ce Ségur du numérique en santé est financé à 100% par l'Union européenne et donc par le plan de relance et de résilience européen. Alors, présentation de mon espace santé de la messagerie. Donc, il faut savoir que mon espace santé, c'est un service public numérique universel. Donc, c'est une sorte de carnet de santé numérique et sécurisé hein, des Français, des usagers. Il a été pensé pour être le plus ergonomique et le plus simple possible, bien évidemment. Il a été lancé en février 2022 et donc il y a eu une création automatique de tous les comptes des assurés sociaux en février 2022, sauf opposition. Donc il y avait 6 semaines pour qu'un usager s'oppose à la création de son compte. S'il s'y est opposé, son compte n'a pas été créé. S'il ne s'y est pas opposé, son compte a été automatiquement créé. Mon espace santé, c'est aussi des logiciels métiers compatibles. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez beaucoup entendu à date. Donc l'objectif, hein, c'est faire monter en version les logiciels métiers pour qu'ils puissent justement utiliser toutes les fonctionnalités du Ségur du numérique en santé. Et permettre justement ces échanges de données simples et sécurisés. Et donc, ces mises à jour des logiciels métiers, notamment financés par le Ségur à travers des dispositifs qu'on appelle SONS, donc système ouvert non sélectif. Et donc, il y a eu un SONS vague 1 dans le sanitaire qui s'est terminé. Et là, maintenant, on est passé au niveau du SONS vague 2. Donc ça, le SONS, c'est un financement qui est réalisé directement auprès des éditeurs. Donc, les éditeurs sont directement financés par la puissance publique pour faire les montées de version Ségur chez leurs clients. Il y a également des financements incitatifs, donc ces financements ils sont directement pour le coup dédiés aux établissements et donc notamment hein, pour le médico-social, on peut parler de SMS numérique. Vous aviez également donc pour le sanitaire le programme SunES qui s'est terminé et vous avez désormais le programme Open 2 également. Si vous avez candidaté sur Open, il y a des financements justement liés à l'identité-vigilance, à des objectifs également sur l'alimentation du DMP et également sur l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé. Et les obligations réglementaires, on en a parlé juste avant, hein, c'est les fameux articles hein, et l'arrêté. Un petit focus sur une petite nouveauté, donc il faut savoir qu'il y a un arrêté qui est sorti donc là le 14 mars 2025 qui modifie les programmes de financement destinés à encourager l'équipement numérique des structures hospitalières, donc le SONS, hein, ce que je vous ai parlé juste avant, le fameux SONS vague 2, et donc les plannings de SONS DPI et PFI vague 2 ont été modifiés comme suit. Vous avez les dates qui sont juste en dessous, donc on va pas détailler toutes les dates ensemble, sinon on va y passer un petit moment. Donc vous avez voilà pour le DPI, pour les DPI et pour les PFI, les modifications des différentes dates qui ont été fournies dans l'arrêté du 14 mars 2025. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas, je vous ai également positionné donc les deux liens DPI Vague 2 et PFI Vague 2 sur le site industriel isanté.gouv.fr. Vous avez toutes les informations complémentaires sur ces modifications de date. Une question qui revient souvent, donc on va l'aborder tout de suite, hein, la sécurité des données dans mon espace santé. Alors, les données dans mon espace santé, hein, elles sont hébergées en France, elles ne sont pas à l'étranger. Hein, donc, les serveurs physiquement parlant, c'est-à-dire les serveurs qui vont héberger les données, physiquement parlant, ces serveurs sont en France. Ils sont certifiés, ces serveurs hébergeurs de données de santé, donc c'est une certification nationale qui certifie un hébergeur comme en capacité d'héberger des données de santé. Et la confidentialité et la sécurité des données sont évidemment garanties par le ministère des Solidarités et de la Santé et également l'assurance maladie.
Et tous deux sont accompagnés sur cette thématique par une agence dédiée à la sécurité des systèmes d'information, l'agence française qui est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Le traitement des données, puisqu'on parle de données de santé, on parle de données de santé à caractère personnel, et donc bien évidemment, c'est soumis au fameux règlement européen, hein, le fameux RGPD, et en France, hein, ce RGPD est notamment encadré par une entité franco-française qui est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'outil est évidemment construit dans une optique de respect des droits des patients, et il y a des comités citoyens qui sont impliqués dans la feuille de route de Mon Espace Santé. Au niveau des fonctionnalités de Mon Espace Santé, donc à date, il y a 4 grandes fonctionnalités dans Mon Espace Santé. Donc il va y avoir la partie que vous avez sur la gauche en bleu, la partie dossier médical, qui va comporter donc les documents de santé. Donc les documents de santé, c'est tous les documents qui peuvent être consultés et alimentés par l'usager et ou les professionnels de santé. Donc vous allez retrouver les lettres de liaison, des ordonnances, des comptes rendus de biologie, d'imagerie, etc., etc. Il y a ensuite la partie profil médical. Partie profil médical, c'est l'alimentation et consultation donc par l'usager, ce coup-ci, de son profil médical. Donc en tant qu'usager, vous allez pouvoir ajouter vos allergies, vos antécédents, vos habitudes de vie, vos vaccinations, vos mesures, vos directives anticipées également. Et là, très récemment, vous avez la possibilité également d'ajouter votre groupe sanguin sur votre profil médical. Toute cette brique que vous voyez à gauche s'appuie en fait sur l'actuel DMP, sur le dossier médical partagé. Donc pour les professionnels de santé, eux, ils vont retrouver ces informations au niveau du DMP. Deuxième fonctionnalité, vous avez la messagerie. Donc la messagerie, c'est messagerie sécurisée de santé, donc ou messagerie citoyenne, hein, vous allez entendre plusieurs noms. Donc cette messagerie, elle permet justement en toute sécurité à l'usager de recevoir des informations de la part de l'équipe de soins, et il va pouvoir également en retour répondre et fournir des informations supplémentaires à l'équipe de soins. Petite spécificité, désormais, les usagers ils peuvent également contacter directement les pharmacies pour pouvoir leur envoyer notamment une ordonnance pour préparer la dispensation des médicaments. Autre fonctionnalité, le catalogue de services. Donc le catalogue de services, hein, c'est ni plus ni moins qu'un gros catalogue avec des applications qui ont été référencées par l'État. Donc ces applications, bien évidemment, qui rendent un service dans le cadre sanitaire, médico-social, etc. Pour être référencé sur ce catalogue, hein, il y a à peu près une centaine de critères à respecter pour l'éditeur. Donc, il faut que l'éditeur respecte tous ces critères pour pouvoir derrière être référencé, donc notamment des critères de sécurité, d'éthique, de confidentialité des données, etc., bien évidemment. Et ensuite, vous allez pouvoir donc télécharger ces applications du catalogue de services qui sont référencées sur Mon Espace Santé, soit sur iOS, hein, si vous avez un iPhone, soit sur Android, si vous avez des terminaux Google. Voilà. Vous avez également, donc ça c'est arrivé, donc il y a un petit moment déjà, mais c'est la dernière fonctionnalité qui est arrivée, c'est l'agenda. Donc l'agenda, c'est l'agrégation d'événements liés au parcours de soins de l'usager. Donc vous allez pouvoir vous-même rajouter par exemple des rappels, des rendez-vous éventuellement. Et vous avez également l'assurance maladie qui, au niveau de l'agenda, pousse par exemple des informations avec des rappels de vaccination, des dépistages divers et variés en fonction des âges de la vie. Donc n'hésitez pas également à aller consulter cet agenda. J'aime bien cette slide parce qu'elle résume un petit peu la petite différence, s'il y en a une, entre Mon Espace Santé et le DMP, parce que c'est vrai que parfois on confond Mon Espace Santé et le DMP. Qu'est-ce qu'est Mon Espace Santé, qu'est-ce qu'est le DMP? Donc effectivement, Mon Espace Santé, c'est le service qui est à disposition des usagers. Donc Mon Espace Santé, il va être utilisé par les usagers pour leur dossier médical, qu'on a vu juste avant, hein, avec les documents, etc., etc. Et également, ils vont pouvoir passer par Mon Espace Santé pour utiliser leur messagerie de santé. Les professionnels de santé, de leur côté, eux, quand ils veulent consulter des documents ou interagir avec leurs patients via des messages, ils vont pas utiliser directement Mon Espace Santé, ils vont utiliser leurs outils. Donc, ils vont utiliser leurs outils au niveau du DMP et au niveau de la messagerie sécurisée de santé. Donc, pour le DMP, ils vont pouvoir consulter et alimenter le DMP, soit depuis leur logiciel métier dès lors qu'il est compatible, ou alors depuis ce qu'on appelle le WebPS DMP, qui est le site dmp.fr.
Pour communiquer avec leurs patients, ils vont utiliser leur boîte aux lettres messagerie sécurisée de santé, donc soit leur boîte aux lettres nominative, personnelle, soit ils peuvent utiliser une boîte organisationnelle qui va être rattachée par exemple à un service. Ce qui est important, hein, c'est, on en a parlé juste avant, mais cette fameuse mise à jour des logiciels métiers, donc liée, hein, ce qu'on a parlé juste avant, à ce fameux dispositif SONS, hein, donc le SONS Vague 1, SONS Vague 2, qui va faciliter justement l'utilisation du DMP par les professionnels de santé et de la messagerie. Donc notamment le DMP, hein, le SONS Vague 1 était très axé au niveau du sanitaire sur l'alimentation du DMP. Donc le but, c'était effectivement d'alimenter le DMP, de faciliter l'alimentation du DMP. La vague 2 continue effectivement cet usage de l'alimentation et le précise, mais également il ajoute la partie consultation qui va permettre aux professionnels de santé de consulter le DMP directement depuis leur logiciel métier. On va faire un petit focus sur les droits d'accès des professionnels de santé. Donc, il faut savoir qu'un professionnel de santé, autorisé bien évidemment, puisqu'il faut qu'il soit autorisé par l'usager, peut consulter les documents, mais attention, il peut les consulter selon ce qu'on appelle une matrice d'habilitation. La matrice d'habilitation, je vous ai mis le lien, c'est un gros document, vous allez retrouver à l'intérieur, type de profession par type de profession, quel type de document, tel ou tel type de profession a le droit d'avoir accès ou non. Voilà, donc effectivement, tous les professionnels de santé ne peuvent pas consulter n'importe quel type de document dans mon espace santé. Ça dépend de leur profession, du coup, et de leurs habilitations qui y sont liées. Il peut bien évidemment, un professionnel de santé, déposer un document et des informations utiles, mais c'est même ce qui est demandé à travers l'arrêté. Supprimer un document, mais attention, vous ne pouvez supprimer un document uniquement dont vous êtes l'auteur, vous ne pouvez pas supprimer le document d'un confrère. Masquer un document à la demande du patient, attention, pareil, c'est uniquement un document dont le professionnel est auteur. Et il peut également rendre invisible un document au patient dans l'attente d'une consultation d'annonce. On va en parler juste après. Il y a un mécanisme, excusez-moi, c'est difficile à dire, de désinvisibilisation à venir. Et on va en parler juste après. Il peut également donc consulter l'historique de soins et la rubrique entourage et volonté et consulter, ajouter également une vaccination. Il y a des droits élargis pour ce qu'on appelle le médecin traitant ou le professionnel de santé administrateur. Donc souvent on me pose la question, c'est quoi le professionnel de santé administrateur? Donc c'est un professionnel de santé qui a des droits élargis par rapport à un professionnel de santé lambda. Et il faut savoir que c'est l'usager qui décide de nommer un professionnel de santé administrateur. C'est pas un professionnel de santé qui s'auto-déclare professionnel de santé administrateur. C'est vraiment à la main de l'usager qui dit, voilà, tel professionnel de santé, pour moi, je considère que c'est un professionnel de confiance et je le nomme professionnel de santé administrateur. Quand il est professionnel de santé administrateur, ce professionnel a des droits élargis par rapport à un professionnel de santé, entre guillemets, lambda. Donc, il peut notamment masquer un ou plusieurs documents à la demande du patient, même s'il n'en est pas l'auteur, bloquer l'accès à mon espace santé à un professionnel de santé, consulter l'historique de tous les accès au profil de mon espace santé de son patient et également accéder aux documents. Donc ça, c'est important que le patient a choisi de masquer. Donc si le patient choisit de masquer les documents, le professionnel de santé administrateur, lui, pourra avoir accès à ces documents qui sont masqués. Bien évidemment, hein, dans mon espace santé, je l'ai mis en grisé juste en dessous, mais l'ensemble des actions réalisées par un professionnel de santé, elles sont visibles dans la rubrique historique d'activité. Donc quand en tant qu'usager, si vous allez sur mon espace santé, vous allez dans la rubrique justement historique d'activité, vous allez pouvoir voir tout ce qui a été fait sur votre profil Mon Espace Santé. Alors, le mécanisme de désinvisibilisation, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des documents qui sont présents dans mon espace santé sans être visibles par l'usager. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui a été mise à disposition des professionnels de santé. Par exemple, s'il y a une consultation d'annonce et qu'on attend d'annoncer un diagnostic grave, par exemple cancer ou etc., on n'a pas forcément envie, bien évidemment, que le patient tombe sur le document avant qu'on puisse lui faire l'annonce. Et donc, on peut choisir, en tant que professionnel de santé, de masquer ce document, de le rendre invisible au patient le temps de l'annonce. Et une fois que l'annonce est faite, l'idée, c'est de remettre en visibilité ce document. Le problème, c'est que le stock de ces documents invisibles aux patients augmente et malheureusement, ils ne sont pas forcément remis en visibilité derrière par les professionnels de santé. Donc ça répond bien évidemment pas du tout à l'ambition de Mon Espace Santé qui est de donner la main aux patients ni à l'application de la loi Kouchner. Donc le numérique ne doit bien évidemment pas se substituer à l'accompagnement humain nécessaire à l'annonce d'un diagnostic grave.
Donc effectivement, le numérique peut éventuellement jouer un rôle de rattrapage, mais effectivement, pas plus. Demain, du coup, l'enjeu, c'est de rendre visibles ces documents à l'usager. Et tout en garantissant, bien évidemment, qu'on en a parlé juste avant, un temps d'annonce. Il faut effectivement quand même garantir ce temps d'annonce. L'idée, donc, c'est de limiter au maximum les alimentations de documents invisibles aux patients aux stricts documents dont la sensibilité du contenu justifie un accompagnement humain derrière. On en a parlé juste avant. Exemple, la consultation d'annonce. Il ne s'agit pas d'alimenter sur mon espace santé tous les documents en mode invisible patient. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le patient derrière. Nous, en tant qu'usagers, je vois pas l'intérêt qu'on a effectivement derrière. Par contre, effectivement, on est bien d'accord, il faut respecter le temps d'annonce. Donc, cette nouvelle doctrine, c'est qu'aucun document ne restera invisible au patient durablement. Point important, aucun rattrapage du stock n'aura lieu. Donc, tous les documents qui avaient été auparavant alimentés en mode invisible patient ne seront pas rendus visibles automatiquement. Par contre, il y aura, à partir de 2025, donc ce n'est pas encore le cas puisqu'il faut faire évoluer les textes de loi, il y aura une mise en visibilité automatique de tout nouveau document qui a été alimenté au DMP en tant qu'invisible patient. Donc à J+1 mois de l'alimentation du document, il y aura une notification au patient en lui disant voilà, il y a un nouveau document, ce document est invisible, je vous invite à contacter un professionnel de santé. Et à J+3 mois, il y aura une mise en visibilité automatique de ce document avec une notification du patient. Voilà. L'idée, c'est de ne plus maintenir des documents ad vitam aeternam invisibles aux patients sur mon espace santé. Vous avez vu, il y a donc il y a eu des comités composés de médecins, etc., des comités éthiques qui ont effectivement défini ce J+1 mois, J+3 mois pour effectivement respecter ce fameux temps d'annonce. Un petit focus sur le DMP. Donc là, on a beaucoup parlé de mon espace santé. Maintenant, on va parler de la partie DMP. Donc ça, c'est la visualisation professionnelle de santé. Donc les professionnels de santé, eux, quand ils utilisent le DMP, ils vont avoir les documents qui sont subdivisés dans des parties un peu plus précises. Donc, ils vont avoir les documents répartis dans ces 9 espaces distincts, notamment la partie synthèse, traitement, analyse, imagerie, compte rendu, prévention et certificat qui est en orange et qui correspond en définitive aux documents qui sont déposés et classés par les professionnels de santé. Cette partie en orange que vous voyez à la visualisation des professionnels de santé dans le DMP, ça correspond à la partie documents de santé, profil médical des usagers sur mon espace santé. Vous avez également les données de remboursement, ces données qui sont déposées par l'assurance maladie, et vous allez retrouver donc en bas à droite, là en bleu foncé, la partie espace personnel. Donc espace personnel, ce sont des documents qui ont été déposés par l'usager lui-même. Voilà. Parce qu'effectivement, bien évidemment, un usager peut déposer des documents de sa propre initiative sur son profil Mon Espace Santé. Ce contenu du DMP, donc là, vous avez vu, il y a une partie imagerie. Il faut savoir que pour l'instant, au niveau du DMP, au niveau de l'imagerie, il n'y avait que les comptes rendus. Voilà, il n'y avait pas la possibilité de consulter les images. Donc, c'était uniquement le compte rendu d'imagerie qui était déposé sur Mon Espace Santé, le DMP. Il y a un projet qui s'appelle le projet DREAM-M, qui est justement intégré à la vague 2 du Ségur pour data radiologie, donc imagerie médicale et médecine nucléaire, qui vise à développer justement le partage d'images entre professionnels de santé avec un accès aux patients à travers Mon Espace Santé. Donc, l'idée, je le fais très bref, de ce projet DREAM-M, c'est que, par exemple, quand vous allez, en tant que professionnel de santé, consulter un compte-rendu d'imagerie sur Mon Espace Santé, vous allez avoir un lien dans ce compte-rendu d'imagerie. Et quand vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous envoyer vers ce qu'on appelle une Dreambox. Donc, ça va ouvrir une Dreambox qui va vous permettre, en fait, de consulter les images. Voilà l'utilité. Derrière, vous allez également pouvoir télécharger, si nécessaire, ces images pour pouvoir faire des comparatifs. Donc, ça, c'est le projet qui est évidemment intégré dans la vague 2 sur la partie imagerie. Un petit focus quand même sur la messagerie de santé citoyenne de Mon Espace Santé. Donc, c'est une messagerie bien évidemment sécurisée qui a été pensée pour être facile d'usage. Elle permet somme toute de recevoir des messages texte avec un corps de texte et permet également l'envoi et la réception de pièces jointes. Pour échanger, un usager de son côté doit bien évidemment avoir un profil Mon Espace Santé ouvert. Donc, si vous n'avez pas de profil Mon Espace Santé parce que vous vous êtes opposé ou alors que vous avez fermé votre profil Mon Espace Santé, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir recevoir des messages sur la messagerie de Mon Espace Santé. Et pour répondre par contre aux professionnels de santé, en plus d'avoir un profil Mon Espace Santé ouvert, il faut également avoir un profil Mon Espace Santé ouvert et
activé, puisque effectivement, votre profil Mon Espace Santé, si vous ne vous y êtes pas opposé, a été de facto ouvert, mais il n'a pas été activé. L'activation, c'est une action volontaire de la part de l'usager. Donc, il faut se connecter une première fois. Ça, c'est assez rapide. Hein, il y en a pour à peu près 2-3 minutes pour activer son profil Mon Espace Santé. Et dès que vous avez activé votre profil Mon Espace Santé, vous allez pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de Mon Espace Santé et notamment pouvoir répondre aux professionnels de santé quand ils vous envoient un message. Donc, je vous invite vraiment à activer votre profil Mon Espace Santé. Lorsqu'un message est émis vers un profil Mon Espace Santé, donc qui est clôturé, par exemple si un professionnel de santé il écrit un message à un usager et que cet usager a clôturé son profil Mon Espace Santé ou alors qu'il ne l'a pas ouvert, il n'existe tout simplement pas, à ce moment-là, le professionnel de santé il est notifié sur cette information. Pour échanger de son côté, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais le professionnel de santé, il doit avoir donc une messagerie sécurisée de santé, ce qu'on appelle une boîte aux lettres MS Santé. Donc les boîtes aux lettres MS Santé qui permettent d'échanger avec les usagers, il y en a deux types. C'est les boîtes aux lettres MS Santé, donc nominatives, individuelles, qui sont rattachées à un individu, une personne, voilà, un médecin, etc. Et vous avez également les boîtes aux lettres MS Santé qu'on appelle organisationnelles, donc boîtes aux lettres MS Santé d'équipe. Donc ça peut être par exemple secrétariat @service de cardiologie, etc. Voilà, donc c'est des adresses qui sont rattachées à des équipes. Les règles de fonctionnement de la messagerie citoyenne, très rapidement, mais ça c'est très important de le noter quand même, seul un professionnel de santé peut entamer une discussion avec un usager. Voilà, un usager ne peut pas, de sa propre initiative, aller contacter avec sa messagerie sécurisée de santé citoyenne un professionnel de santé. Voilà, ce n'est pas possible. Il y a une petite exception qui a été faite, c'est pour les pharmacies. Là, un usager, effectivement, il peut de sa propre initiative envoyer une ordonnance notamment à sa pharmacie pour qu'elle prépare les médicaments, notamment avant son arrivée. Bien évidemment, qui dit qu'un professionnel de santé, seul un professionnel de santé peut entamer une discussion avec l'usager, effectivement, du coup, un professionnel de santé peut à tout moment clore les échanges avec son patient. Et donc, pour mettre fin aux échanges avec son patient, il lui suffit de répondre avec, dans l'objet du message, entre crochets et en majuscule, le mot « fin ». Et donc, ça met fin aux échanges. Le patient ne pourra plus répondre à cet échange. Et bien évidemment, les documents qui sont reçus par messagerie sécurisée de santé citoyenne sur Mon Espace Santé, l'usager, il peut les ajouter tout à fait dans son dossier médical pour les mettre à disposition des professionnels de santé. Voilà, je vous ai mis une petite capture d'écran de la messagerie de santé citoyenne. Bon, vous avez vu, c'est un mailer, on va dire, lambda, avec un sujet, un corps de message, la possibilité d'ajouter des pièces jointes. La différence principale, mais qui n'est pas des moindres, c'est le fait que les échanges soient sécurisés et que la confidentialité soit garantie. On va passer maintenant sur les cas d'usage liés à Mon Espace Santé et la messagerie de santé citoyenne. Alors pourquoi on insiste sur les cas d'usage? Parce que la vague 2 du Ségur, effectivement, va s'atteler énormément, notamment sur les usages de Mon Espace Santé. La vague 1, on en a parlé, était vraiment très axée sur l'alimentation du DMP. Et là, effectivement, on va progressivement s'orienter vers la partie consultation et utilisation des outils. Donc, il y a trois grands types d'usages qui ont été identifiés. Globalement, c'est un usage administratif ou relatif à la qualité de la prise en charge, un usage de suivi médical entre professionnels de santé et patients, et un usage de transmission des documents de sortie. Donc, sur la partie de gauche que vous avez, administratif et suivi médical, c'est une logique d'ouverture d'un canal de discussion, donc patient, équipe de soins, avec par exemple échange de mails via la messagerie sécurisée du patient, avec ou sans pièce jointe, depuis des boîtes aux lettres, donc on a vu juste avant, soit organisationnelles d'équipe, soit nominatives individuelles. La transmission des documents de sortie, bon, c'est un petit peu lié justement à ce sujet de l'arrêté, c'est l'envoi automatique de documents au patient, donc par mail, notamment sur sa messagerie de santé, depuis les boîtes aux lettres MS Santé applicatives. Donc ça, c'est le troisième type de boîte aux lettres MS Santé qui existe. On en a parlé, boîte aux lettres MS Santé nominative, rattachée à une personne, boîte aux lettres MS Santé organisationnelle, rattachée à une équipe, et vous avez enfin les boîtes aux lettres MS Santé, donc applicatives, qui sont des boîtes aux lettres MS Santé logicielles, qu'on appelle des boîtes aux lettres no reply, c'est-à-dire que ces boîtes aux lettres, c'est des boîtes aux lettres qui sont intégrées au logiciel et qui envoient en automatique, par exemple, des documents à l'adresse de messagerie sécurisée de santé du patient, mais ces boîtes aux lettres ne permettent pas au patient de répondre. C'est ce qu'on appelle des boîtes aux lettres no reply. Et également transmettre les documents de sortie sur le DMP du patient depuis les logiciels métiers qui sont
raccordés. Alors, les usages administratifs ou relatifs à la qualité de la prise en charge, donc il y en a plusieurs, hein, donc là je vous en ai cité quelques-uns, mais évidemment vous en avez beaucoup, et je vous invite même à en découvrir et à en créer de nouveaux, donc des cas d'usage administratifs, donc ça va être par exemple des envois de rappels de rendez-vous, des envois de consignes préopératoires, des envois du livret d'accueil de l'établissement, l'envoi des demandes de pièces administratives afin de préparer la préadmission des patients. Cas d'usage qualité, ça peut par exemple l'envoi de liens pour accéder au questionnaire de satisfaction, l'envoi de relance pour répondre au questionnaire ISATIS. Et dans les cas d'usage archives qui ont été trouvés, donc autour du DIM, ça va être par exemple l'envoi par messagerie de santé de mon espace santé, le partage dans le DMP des dossiers médicaux par exemple qui sont demandés pour les patients. Donc l'envoyer par messagerie sécurisée de santé, ça permet de sécuriser cet envoi de documents. Au niveau des usages de suivi médical entre professionnels de santé, bon, il y a 3 parcours là que je vous ai mis en visibilité. C'est le parcours notamment donc oncologie par les IDEC, donc envoi par les IDEC donc de la documentation par exemple relative à la prise en charge du patient, donc les documents qui sont disponibles dans le DPI, donc conduite à tenir, mail d'explications diverses relatives à la prise en charge. Les patients derrière, eux, ils vont pouvoir communiquer leurs divers résultats d'examen aux IDEC, donc par retour de message via messagerie sécurisée. Et les IDEC, derrière, on pourra également rebondir sur ces informations en envoyant des recommandations adaptées aux patients. Les IDEC peuvent également faciliter le suivi des plaies de manière sécurisée, notamment en réceptionnant des photos et en donnant des informations aux patients de manière sécurisée via la messagerie. Parcours endocrinologie, donc le suivi fin des patients. Donc le secrétariat, par exemple, va pouvoir envoyer les ordonnances suite à une consultation, soit sur la messagerie sécurisée, soit sur ou également sur le DMP. Le patient, de son côté, va pouvoir rebondir et envoyer ses nouveaux résultats d'examen qu'il a reçus. Et donc la messagerie de santé est permis de pouvoir ajuster, envoyer rapidement des ordonnances et de manière surtout sécurisée. Ça va permettre d'envoyer des certificats, notamment pour les patients qui voyagent à l'étranger, s'ils ont besoin, par exemple, d'un certificat de diabète en anglais dans une autre langue, ça va permettre de l'envoyer de manière facilitée et surtout sécurisée. Obésité bariatrique, donc c'est un autre parcours, donc le suivi, par exemple, post-opératoire dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Donc, suite à l'opération du patient, il y a une ouverture d'un canal de discussion de messagerie de santé par le docteur. Ce canal est ouvert jusqu'à la consultation de contrôle à 1 mois. Voilà. Il va pouvoir envoyer donc les comptes rendus opératoires par messagerie de santé sur mon espace santé. Ça va permettre donc le partage d'informations sur les consultations, le renouvellement des ordonnances de manière sécurisée, le travail sur la silhouette également, parce que ça va permettre à l'équipe de soins et aux médecins de recevoir des images, au même titre qu'un le suivi des plaies qu'on a vu juste avant sur le parcours oncologie. Et ça va permettre également tout ce qui est surveillance post-op avec des échanges sur les préoccupations diverses des patients. Voilà pour cet usage de suivi médical entre professionnels de santé et patients. L'usage de transmission des documents de sortie, donc ça c'est un usage d'alimentation, donc cette transmission des documents de sortie, c'est l'usage qui est très lié en définitive au Ségur vague 1, donc c'est la transmission des lettres de liaison, des comptes rendus opératoires, des ordonnances de sortie, des documents relatifs aux dispositifs médicaux implantables, etc., etc. Donc effectivement tout ça c'est transverse à tous les services. On l'a vu juste avant, mais le Code de la santé publique qui définit aujourd'hui à date les documents de sortie qui sont à partager donc obligatoirement dans le DMP et par messagerie sécurisée de santé, donc aux professionnels, donc par exemple le médecin traitant ou professionnel de santé adresseur, et aux patients également. Et donc cette liste de documents, elle est fournie dans l'arrêté du 26 avril 2022. Nous, ce qu'on vous conseille cependant, c'est de ne pas vous arrêter aux seuls documents qui sont obligatoires. L'idée, effectivement, c'est d'améliorer la prise en charge des patients et l'idée, c'est que le patient, il ait à disposition le maximum de documents autour de sa santé. Donc, n'hésitez pas à ne pas vous arrêter seulement aux documents qui sont soumis à l'arrêté, mais à envoyer éventuellement donc d'autres types de documents pour justement profiter de cette dynamique pour améliorer la prise en charge derrière des patients. Pour ce faire, donc, je vous ai mis un petit lien qui est le lien de la matrice d'habilitation dont j'ai parlé juste avant, qui liste en fait tous les types de documents que vous pouvez envoyer aujourd'hui au DMP. Donc, vous avez ceux qui sont soumis à l'obligation dans l'arrêté et dans la matrice, vous avez donc ceux qui sont soumis à l'obligation, bien évidemment, plus tous les autres documents qu'il est possible aujourd'hui d'envoyer au niveau du DMP. Donc, voilà, je vous invite à consulter cette matrice et éventuellement
ajouter de nouveaux types de documents. Notamment, par exemple, les comptes rendus de consultation. Il faut savoir que les comptes rendus de consultation, ils sont présents dans l'arrêté du 26 avril 2022. L'obligation de l'envoi des comptes rendus de consultation au DMP, elle est éligible au 31 décembre de cette année, donc 31 décembre 2025. Vous pouvez donc prendre un peu d'avance et alimenter ces comptes rendus de consultation dès aujourd'hui. Et notamment, si vous avez candidaté à Open 2 en tant qu'établissement sanitaire, vous avez donc un des objectifs liés à l'alimentation du DMP, si vous y avez candidaté bien évidemment, qui est l'envoi des comptes rendus de consultation. Voilà. Je vous ai mis également quelques petits parcours d'usage qui sont un peu plus explicites, un peu plus visuels, donc notamment un parcours d'usage grossesse. Donc dans ce parcours d'usage grossesse, on va voir par exemple le médecin traitant qui va adresser des recommandations à sa patiente sur la messagerie santé de Mon Espace Santé. Derrière, de son côté, le laboratoire, il va alimenter le DMP de Mon Espace Santé avec les comptes rendus d'analyse, bien évidemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les laboratoires sont des très gros alimenteurs du DMP avec justement les comptes rendus de biologie. Et l'équipe derrière, qui suit la patiente, va pouvoir, bien évidemment, accéder à ces comptes rendus. Les rendez-vous d'échographie vont être enregistrés, par exemple, dans l'agenda de Mon Espace Santé. Comme ça, le patient pourra avoir des rappels. La future maman, elle reçoit les exercices de préparation à l'accouchement qui sont transmis, par exemple, par la sage-femme. Elle va recevoir ces exercices de manière sécurisée dans sa messagerie de santé de Mon Espace Santé. L'équipe de la maternité derrière va pouvoir préparer donc le séjour avec les futurs parents, les démarches administratives, et ces démarches vont pouvoir passer, par exemple, par une application qui est référencée dans Mon Espace Santé. Et le compte-rendu d'accouchement, une fois que le bébé est né, il va pouvoir être enregistré dans le DMP de Mon Espace Santé, est à disposition donc du patient et également, par exemple, du médecin traitant et de l'équipe de soins. Voilà pour ce parcours d'usage grossesse. Un autre parcours d'usage que je vous ai mis, donc c'est un parcours d'usage donc hospitalisation, urgence de la main, donc connexion par exemple en mode bris de glace à Mon Espace Santé par le médecin régulateur du 15 ou par l'urgentiste du CHU, afin de consulter donc les allergies, le groupe sanguin du patient, les personnes également à prévenir en cas d'urgence. Il y a également les personnes de confiance. Le radiologue, derrière, il va déposer le compte-rendu d'imagerie dans le DMP de Mon Espace Santé. Donc, effectivement, je vous ai montré juste avant, vous avez les comptes-rendus d'imagerie qui sont disponibles. Bientôt, il y aura la possibilité de consulter les images via le projet DREAM. Le chirurgien orthopédiste, il visualise les informations présentes dans le DMP, il réalise une consultation préopératoire avec son patient et il va décider de l'opérer. Et le compte-rendu de cette consultation préopératoire peut être envoyé effectivement au fameux compte-rendu de consultation dont on parlait juste avant, donc compte-rendu de consultation préopératoire peut être envoyé au DMP. Les documents de sortie derrière sont transmis au DMP, et par messagerie sécurisée de santé, donc aux patients et aux médecins traitants, ou également aux médecins adresseurs. Donc ça va être la lettre de liaison suite à l'opération, l'ordonnance de sortie ou les ordonnances de sortie, parce qu'il n'y a pas que les médicaments que vous pouvez envoyer, les ordonnances de médicaments que vous pouvez envoyer au DMP. Ça peut être l'ordonnance de kinésithérapie, notamment dans le cadre d'une urgence de la main. Derrière, il y a de la kinésithérapie très souvent, et le compte-rendu opératoire, bien évidemment. Le patient va recevoir des consignes post-op sur sa messagerie de santé et il est notifié, bien évidemment, de la réception de ce message sur sa messagerie personnelle. Donc, quand vous recevez un message sur votre messagerie de santé citoyenne sur Mon Espace Santé, derrière, vous allez avoir une notification sur votre messagerie personnelle. Donc, vous n'aurez pas le contenu du message, bien évidemment, et il sera présent sur la messagerie de santé citoyenne de Mon Espace Santé après vous êtes connecté, mais vous allez avoir une notif qui vous dira que vous avez un message à disposition. Et le médecin traitant, derrière, a accès à Mon Espace Santé et peut suivre son patient. Parcours d'usage, échange médecin-patient. Donc, par exemple, il peut y avoir une première visite d'un infirmier. Le patient l'autorise à consulter son dossier dans Mon Espace Santé. Donc, l'infirmier va pouvoir consulter le DMP du patient. Les prescriptions antérieures sont accessibles dans le DMP. Ainsi que le suivi qui a été fait. Donc, ça permet effectivement à l'infirmier de voir ce qui a été fait, l'historique du patient, etc., pour l'équipe qui le prend en charge. Derrière, l'infirmier, il se dit, tiens, je vais peut-être solliciter l'avis du médecin traitant. Il va pouvoir donc échanger par messagerie sécurisée de santé, donc entre professionnels. Donc, l'infirmier va contacter le médecin traitant via messagerie sécurisée de santé. En complément de ces échanges avec l'infirmier, le médecin traitant, il va pouvoir adresser des recommandations à son patient sur sa messagerie de santé. Donc là, c'est une communication entre le médecin
et entre le patient. Le patient accompagné de l'infirmier, par exemple, il va pouvoir adresser des photos de ses plaies par réponse de messagerie au médecin. Et le médecin, derrière, il peut décider, par exemple, de réaliser une téléconsultation assistée avec l'aide d'un infirmier pour adapter le traitement. Voilà pour ce parcours d'usage, échange médecin-patient. Donc là, je vous ai présenté des parcours d'usage, c'est pas du tout exhaustif et ça n'a aucunement la volonté de l'être. N'hésitez pas à développer vos propres parcours d'usage et vos propres cas d'usage. Vous avez un guide de déploiement Mon Espace Santé, j'ai mis le lien à ce niveau-là. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez tout un tas de cas d'usage qui sont listés. Donc, vous avez des recommandations qui sont liées justement aux établissements pilotes qui ont participé aux expérimentations et qui ont développé des usages autour de l'envoi des documents de santé, au DMP et la messagerie citoyenne. Ce guide, il est structuré globalement en 3 grandes parties. Vous avez une partie mettre en place les nouveaux usages. Donc, ça, c'est pour déployer des premiers usages, sensibiliser et former également le personnel à Mon Espace Santé, en leur expliquant voilà ce que c'est, ce que ça va changer, comment en parler, et sensibiliser aussi, c'est important, mais il faut en parler, sensibiliser et former la patientèle à Mon Espace Santé. Ça peut être avec des actions de communication et des actions d'accompagnement plus poussées, et notamment si vous voulez sensibiliser votre patientèle à Mon Espace Santé, n'hésitez pas également, je vais en parler juste après, mais je vous le dis également ici, à faire appel au réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé du GRAD. J'aime beaucoup ce schéma parce qu'effectivement, il résume un petit peu tout ce sujet de vague 1, vague 2, etc. Donc effectivement, ça paraît un peu simpliste de dire ça, mais l'implication de tous et toutes est essentielle pour la réussite de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, en définitive, n'a de valeur que s'il est connu, déjà, premier point. Aujourd'hui, ça commence quand même à être le cas, alimenté et bien évidemment consulté. Donc là, on fait le lien de la vague 1 à la vague 2. Vague 1, effectivement, on était axé sur la partie bleue, ce que vous pouvez voir à gauche, sur l'alimentation du dossier médical et l'envoi de messages également vers la messagerie de santé de Mon Espace Santé par les acteurs de santé. Et là, sur la vague 2, on va être effectivement sur la partie usage, consultation du dossier médical et poursuite des interactions entre professionnels de santé et patients dans le cadre de la prise en charge. Donc voilà, donc là, effectivement, on est en transition, passage de la vague 1 à la vague 2, donc d'une logique d'alimentation, donc de faire grossir effectivement les DMP et Mon Espace Santé des patients pour avoir suffisamment de contenu. Aujourd'hui, ces DMP sont très bien alimentés, il y a du contenu et donc effectivement, aujourd'hui, l'accent est mis sur l'usage, en définitive, de ce contenu. En fil rouge et en filigrane, effectivement, on va avoir, j'en ai parlé également, mais l'activation et l'alimentation du profil médical par les usagers. Donc effectivement, on demande aux professionnels de santé de jouer le jeu, mais il faut également que de leur côté, les usagers, alors les usagers, c'est également vous potentiellement en tant que professionnel de santé, c'est nous tous, on est également usagers du système de santé, donc activez votre profil Mon Espace Santé et n'hésitez pas à alimenter également votre profil, notamment avec les allergies, les antécédents, etc., etc. Répondre également aux messages quand vous avez des messages qui vous sont envoyés par les professionnels de santé et utiliser en fait les fonctionnalités de Mon Espace Santé. Sur cette partie consultation, et pour faire cette transition également avec la vague 2, donc il faut savoir qu'il y a eu une expérimentation consultation de Mon Espace Santé en établissement de santé qui a été menée. Donc il y avait 18 établissements pilotes qui ont été répartis donc sur 7 régions et qui ont pu tester la consultation de Mon Espace Santé. Donc cette expérimentation est visée justement à préparer l'arrivée de cette vague 2 à l'hôpital en poussant justement des usages et en étudiant un petit peu l'organisation. L'objectif, c'était identifier des parcours, identifier également les éventuels obstacles à cette consultation, identifier derrière les enjeux organisationnels et travailler également derrière sur la sensibilisation, donc aussi bien des professionnels que des usagers. En région PACA, il faut savoir qu'il y a 2 établissements qui ont participé à cette expérimentation. Donc, il y a le CH d'Arles et il y a également le GHT des Alpes du Sud. L'expérimentation s'est clôturée le 25 novembre 2024 par un webinaire qui a été organisé par l'ANS, donc un webinaire de retour d'expérience finale. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette expérimentation, à aller consulter ce webinaire.
Les enseignements, hein, très brièvement, qui sont ressortis de cette expérimentation, c'est que dès qu'un professionnel de santé a pu expérimenter une première fois la consultation du DMP, en définitive, elle rentre dans ses pratiques usuelles de prise en charge. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 100% des professionnels ont déclaré avoir continué à consulter le DMP chaque mois, une fois la première consultation réalisée. Donc effectivement, il faut passer ce blocage de la première consultation, et une fois que ce blocage de la première consultation est passé, effectivement, les professionnels de santé voient l'intérêt, voient l'utilité, se disent effectivement, il y a un réel intérêt à consulter les DMP des patients. On s'est rendu compte également que la consultation du DMP, elle est cependant pas systématisée pour chaque patient, mais plutôt réalisée de manière circonstanciée. Donc, en fait, en définitive, quand les professionnels de santé se mettent au début à consulter mon espace santé, ils vont le consulter à chaque fois, même s'il n'y en a pas forcément l'utilité, et progressivement, une fois les faits effectivement un peu nouveautés passés, les professionnels de santé utilisent derrière la consultation du DMP quand il leur manque des informations. Donc, quand effectivement ils se rendent compte que sur leurs patients, ils vont avoir des informations manquantes, et ils vont aller derrière consulter le DMP pour aller chercher ces informations manquantes. Voilà sur cette partie expérimentation de la consultation de mon espace santé qui a été menée. Pour faire suite à cette expérimentation, il a été fait le choix en fait d'élargir cette expérimentation. Et donc l'expérimentation a été extrêmement riche, bien évidemment, en enseignement. Et l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique. Et il a été décidé de mettre en place donc ce qu'on a appelé des services expérimentateurs de la consultation du DMP sur cette année 2025. Et donc là, pour le coup, c'est à faire effectivement par l'ensemble des régions. Toutes les régions, effectivement, vont se mettre en ordre de marche. L'idée, c'est de capitaliser sur les premiers enseignements liés à cette expérimentation, de créer un maillage de professionnels beaucoup plus large et de services de santé experts, et d'inclure le plus d'établissements possible dans ces services expérimentateurs. L'idée, c'est également de créer une communauté de référents Mon Espace Santé, avec effectivement, on s'est rendu compte que au final, qui mieux qu'un médecin peut parler à un médecin. Donc effectivement, cette recommandation concrète par des pairs, donc effectivement, les professionnels de santé qui utilisent le DMP, qui en sont contents, qui en voient l'utilité, qui n'hésitent pas effectivement à recommander cet usage à leurs confrères. S'appuyer sur un réseau de communication, formation également, et récolter également, faire remonter les informations de terrain pour tirer des enseignements. Et donc, si vous êtes un professionnel de santé en établissement de santé, que vous consultez déjà le DMP, ou alors que vous avez identifié un ou des services ou des professionnels de santé qui consultent déjà le DMP. Si vous souhaitez participer à ces services expérimentateurs, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de recrutement. Donc, je vous ai mis le lien du questionnaire de recrutement là, qui est souligné, vous pouvez cliquer dessus. Ou alors, vous pouvez également scanner le petit QR code qui est juste à droite. Donc, ce questionnaire, il met à peu près 3 minutes à se remplir. Et effectivement, ça vous permet de vous engager dans ces services expérimentateurs pour justement expérimenter la consultation du DMP. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous impliquer dans ce projet. Donc il y aura 2 questionnaires. En définitive, il y a ce premier questionnaire auquel il vous est demandé de répondre pour vous engager dans cette expérimentation. Et derrière, vous aurez un deuxième questionnaire qui vous sera envoyé un certain temps après pour avoir vos retours liés à ces services expérimentateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette expérience. Au niveau de l'accompagnement qui est fait, donc au niveau de l'accompagnement des établissements dans l'usage de Mon Espace Santé, je vous invite également à consulter la boîte à outils Mon Espace Santé. Donc c'est sur le site internet de l'ANS, vous avez ce qu'on appelle une boîte à outils. Donc vous avez un ensemble de liens avec énormément de contenu. Vous allez retrouver des mémos, des fiches, notamment sur le consentement, des fiches de communication, des flyers, etc. pour communiquer auprès aussi bien des professionnels de santé que des usagers. Vous allez avoir également des documents pour vous aider à développer les démarches et les cas d'usage au travers de Mon Espace Santé. Vous avez le guide de déploiement dont on a parlé juste avant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur cette boîte à outils Mon Espace Santé. Elle est très bien faite. Vous allez retrouver énormément de contenu et beaucoup d'informations qui vont vous aider pour avancer dans ce projet de Mon Espace Santé.
S'agissant de l'usager, de l'accompagnement de l'usager, donc au niveau des usagers, en premier lieu, bien évidemment, il y a des campagnes de notification qui sont faites pour communiquer sur mon espace santé avec des courriers et des flyers. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a des campagnes de publicité à la télévision qui passent autour de mon espace santé. Si vous allez de temps en temps à la pharmacie, vous allez peut-être pu voir sur les pochons de médicaments. Parfois, il y a des informations également sur mon espace santé. Vous avez également le site institutionnel pour les usagers, bien évidemment, le site monespacesanté.fr qui est le site de mon espace santé. Vous allez retrouver également de l'information et une aide en ligne. Si l'usager ne trouve pas de réponse à ces questions, par exemple, si vous avez un usager qui a des questions sur mon espace santé, que vous n'avez pas forcément la réponse et que effectivement il se pose ces questions et qu'il n'a pas trouvé la réponse, vous pouvez orienter vos usagers ou vous-même en tant qu'usager, vous pouvez contacter le 3422. Donc, il y a un support téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 qui permet de renseigner les usagers et de faire des interventions éventuellement sur le dossier, prendre en charge les demandes d'opposition de clôture, fournir de l'information générale, de l'aide à l'usage également. Et il y a également la possibilité de contacter des conseillers par visio-interprétation pour les personnes sourdes ou malentendantes. Voilà, donc ce numéro, attention, il est spécifiquement réservé aux usagers. Donc ne contactez pas ce numéro en tant que pro pour poser des questions en tant que professionnel de santé. C'est vraiment un numéro dédié aux usagers. Ensuite, il y a également pour les usagers un formulaire en ligne. Donc, c'est le formulaire, si vous allez sur monespacesanté.fr, vous connaissez les formulaires d'aide en ligne, vous pouvez poser des questions. Et j'en ai parlé juste avant, le fameux réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé, c'est quoi? C'est qui, surtout? Donc, il est composé de conseillers numériques, de professionnels de santé, de personnel administratif, de représentants d'usagers, d'agents CEPAM, de l'assurance maladie, et en définitive de toute personne qui souhaite donner un peu de son temps. Donc c'est une activité effectivement bénévole. Si vous souhaitez accompagner vos concitoyens dans l'utilisation de Mon Espace Santé, vous pouvez faire appel justement à ce réseau des ambassadeurs et vous pouvez candidater pour vous-même devenir ambassadeur. Et derrière, ce réseau des ambassadeurs, il est fédéré par un coordinateur des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, je vous ai mis le lien juste ici qui va vous donner toutes les informations nécessaires. Et il va y avoir la possibilité d'organiser au sein de vos établissements des événements. Donc, par exemple, ça va être un stand qui est tenu dans le hall de l'établissement et qui va permettre d'informer les usagers sur Mon Espace Santé. Alors, bien évidemment, faites appel au réseau des ambassadeurs dès lors que votre établissement alimente Mon Espace Santé. Alors, aujourd'hui, effectivement, vous êtes énormément, on vous en remercie, à alimenter Mon Espace Santé, mais l'idée, c'est effectivement de faire appel au réseau des ambassadeurs si vous-même, en établissement, vous avez de l'usage de Mon Espace Santé. Comme ça va permettre derrière à vos usagers d'être informés, de savoir que vous alimentez Mon Espace Santé, d'être sensibilisés à la consultation, par exemple, de leurs documents sur Mon Espace Santé, l'utilisation de la messagerie citoyenne de santé. Voilà. Donc, n'hésitez pas, soit à vous porter volontaire pour être ambassadeur vous-même et participer à des actions, soit également à faire appel au réseau des ambassadeurs pour pouvoir organiser des événements dans vos établissements. On vous a mis également donc 3 petites adresses ici. Donc ce Ségur du numérique en santé en PACA, il est globalement géré de manière tripartite par les 3 agences que sont l'assurance maladie, donc la CEPAM, l'ARS, l'agence régionale de santé, et le GRAD, donc en PACA. Vous avez donc une adresse commune qui est l'adresse pilotage@ségur-numérique-paca.fr. Cette adresse, elle est commune à l'ensemble des 3 agences. Donc derrière, vous avez effectivement la CEPAM, l'ARS et le GRAD. Donc, effectivement, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur le Ségur du numérique en santé, n'hésitez pas à utiliser cette adresse et en fonction de la question, la réponse vous sera fournie par telle ou telle personne en fonction du besoin. Une autre adresse importante, je pense, c'est l'adresse Grive, donc grive@ies.fr, donc pour toute question relative notamment à l'INS et plus largement à l'identité-vigilance, parce que comme vous le savez, l'INS, c'est un peu le point central, puisque pour envoyer des documents au DMP, il faut correctement identifier le patient. Et cette identification fiable du patient, elle se fait notamment à travers l'INS et l'INS qualifié et l'identito-vigilance. Donc, si vous avez des questions liées à ces thématiques-là, n'hésitez pas à contacter le Grive et je vous invite également à consulter le catalogue de formation. Vous avez toutes les informations et les formations du Grive.
Si vous avez des questions liées à la cybersécurité ou plus généralement également à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez également contacter notre cellule CAPSI, cellule régionale qui est dédiée à la cybersécurité, à la protection des données à caractère personnel. Donc là, je vous ai mis également l'adresse ici, capsi@yes.fr. Et si vous avez des questions, moi j'en ai fini, j'ai fait le tour, n'hésitez pas, je suis à votre disposition si vous avez quelques petites questions. Merci beaucoup, tout était très clair. Ben, merci à vous Audrey, si c'était clair, c'était parfait, j'en suis très content. Allez-y, on a encore quelques minutes, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, le support PDF, il vous sera envoyé par mail et vous aurez également le replay. Voilà, vous aurez les deux, replay et support. Eh bien, si on a fait le tour et qu'il n'y a pas d'autres questions, il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé par email, donc n'hésitez pas à y répondre, ça nous permet aussi de nous ajuster en fonction de nos webinaires également. Donc merci pour le temps que vous allez accorder également à remplir ce questionnaire. Et je vous remercie pour votre attention. Et il y aura un autre webinaire Mon Espace Santé qui aura lieu donc le mois prochain, mais ce sera un webinaire pour le couloir médico-social. Voilà. Donc je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et puis vu l'heure, un bon appétit.